fait, je vais vous présenter la découverte d'une nouvelle fonction d'une enzyme, qui est la matriptase, dans l'activation et la réplication du virus de l'influenza. Donc, la grippe, pour commencer, c'est une maladie qui cause quelques centaines de milliers de décès par année. Puis, le virus qui cause cette maladie, le virus de l'influenza, c'est un virus qui est enveloppé. Son génome est composé de 8 segments d'ARN très brun, puis il code pour une douzaine de protéines, dont la plus importante dans le cadre de notre étude, la protéine de surface hémagglutinine. L'hémagglutinine joue deux rôles très importants dans le cycle de réplication du virus. D'abord, elle va permettre l'attachement du virus à la surface d'une cellule cible, soit une cellule épithéliale du système respiratoire. Puis, suite à l'attachement, le virus va être internalisé à l'intérieur de la cellule par endocytose et l'hémagglutinine va pouvoir faire la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane de l'endosome de cette façon-ci. Donc, le pH acide qu'il y a dans l'endosome va induire un changement de conformation dans l'hémagglutinine qui va ensuite pouvoir aller s'insérer dans la membrane de l'endosome pour approcher les deux membranes l'une de l'autre, ce qui va créer une fusion et un pore qui va permettre la libération du génome viral dans le cytoplasme de la cellule. Le génome va donc pouvoir ensuite être répliqué et produire de nouvelles protéines pour assembler des nouveaux virus. Actuellement, il existe deux classes de médicaments contre la grippe. D'abord, les inhibiteurs du canal ionique M2 qui vont affecter l'étape de fusion. Puis, les inhibiteurs d'anuramidase qui bloquent la libération des particules nouvellement formées. Par contre, actuellement, les virus sont de plus en plus résistants à ces médicaments-là. Par exemple, tous les virus de type H3N2 sont résistants à la mantadine, qui fait partie de la classe C. Donc, ça va être important de bien comprendre le fonctionnement du virus, puis son interaction avec l'autre, dans le but de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Dans cette optique-là, nous, on s'intéresse à une étape bien précise du cycle de réplication. Donc, je vous ai mentionné que l'hémagglutinine est responsable de l'étape de fusion, mais pour être capable de le faire, elle doit avoir été clivée par une protéase de la cellule hôte, parce que le virus ne code pour aucune protéase. Le clivage s'effectue ici, et le clivage sépare les sous-unités HA1 et HA2, ce qui libère le peptide de fusion qui va pouvoir s'insérer dans la membrane d'endosome pour faire la fusion. Jusqu'à présent, dans la littérature, il y a 3 enzymes de la famille des TTSP, qui sont des séries de protéases transmembranaires, qui ont été identifiées comme étant capables d'effectuer ce clivage-là. Puis nous, on a aussi identifié la matriptase comme étant capable de faire le clivage. Donc tout d'abord, on a montré que la matriptase est présente dans les cellules épithéliales bronchiques humaines, qui sont les cellules, il y a les 3 ici, H2N2 et NHBE, ainsi que dans le poumon humain. On a démontré sa présence au niveau de l'ARN. On visualise ici sur un gel d'agarose suite à un RT-PCR. Et elle est présente en protéines, qu'on voit avec un Western blot. Puis, on a effectué des marquages de la matriptase à l'aide d'anticorps fluorescents pour pouvoir la localiser à l'intérieur des cellules CAL3, qui sont les cellules épithéliales bronchiques, par microscopie confocale. Donc, on voit en rouge le marquage de la matriptase. Elle est donc présente à la surface de la cellule ainsi que dans les compartiments intracellulaires. Puis pour déterminer plus précisément quels sont ces compartiments intracellulaires-là, on a effectué des marquages multiples sur les mêmes cellules CALU3, les cellules qui étaient infectées. Donc on a marqué la matriptase en rouge, le EA1 qui est un marqueur des endosomes en vert, ainsi que l'hémagglutinine en bleu. Lorsqu'on fusionne différentes images, on obtient des figures de colocalisation. Par exemple, si on regarde la figure au centre en bas, c'est la colocalisation entre la matriptase, les endosomes et l'hémagglutinine. Donc, chaque point blanc, ça représente un endroit où les 3 composantes se retrouvent exactement à la même place. Donc, on voit que toutes les composantes sont réunies au même endroit dans la cellule pour permettre le clivage et l'activation du virus. Ensuite, pour déterminer si la matriptase est capable de cliver des séquences consensus qui correspondent au site de clivage de différents types d'hémagglutinine, on a utilisé des peptides fluorescents de 8 acides aminés qui correspondent aux séquences de clivage des différents types d'hémagglutinine. Vous voyez les séquences ici en bas. Donc, à une extrémité du peptide, il y a un fluorochrome qui est attaché, et à l'autre extrémité,
on a un groupement qui absorbe la fluorescence. Donc, quand le peptide est intact, toute la fluorescence va être absorbée et on ne va pas en détecter. Si on ajoute une enzyme qui clive le peptide, le fluorochrome va être séparé, ce qui va nous permettre de détecter la fluorescence qui est émise. C'est ce qui nous a permis de déterminer que la matriptase peut cliver les sites de clivage des hémaglutines H1 et H3, mais pas H2. Et ici, c'est un contrôle positif, c'est le peptide qui est rapporté comme étant le substrat préféré de la matriptase. Puis la trypsine, qu'on voit ici, puis dans toutes les prochaines expériences que je vais vous présenter aussi, est utilisée comme contrôle positif de clivage, puisqu'elle clive toutes les séquences. Ensuite, vous voulez savoir si l'hémaglutine est capable de cliver la protéine complète du virus. Donc, on a utilisé un virus PR8 qui est de type H1N1, puis précisément un virus PR8 HA0. Donc, à sa surface, il va avoir seulement des hémagglutinines non clivées, sous forme HA0. On incube ce virus-là avec la matriptase et après l'incubation, on fait un Western blot avec un anticorps anti-hémagglutinine. Ce qu'on détecte, c'est, bon, pas d'enzyme, il n'y a pas de clivage, donc on détecte une bande de poids moléculaire plus élevé qui correspond à la forme complète de la protéine. Puis, clivage positif, on détecte une bande de poids moléculaire plus faible qui correspond à la partie HA1 clivée de la protéine. Donc, on voit que plus on augmente le temps d'incubation, plus le clivage augmente. Et ce clivage-là fonctionne aussi dans un intervalle de pH de 5 à 9. Ce qui est intéressant, surtout dans l'étude que je vous ai dit que dans que l'endosome a un pH plus acide, que la matriptase se retrouve dans les endosomes et donc elle est active aussi à pH. Donc, la matriptase peut cliver l'hémagglutinine. Maintenant, on voulait savoir si le clivage produit un virus qui peut infecter les cellules. Pour faire ça, on a fait un essai fonctionnel en utilisant des cellules MDCK. Ce sont des cellules qui sont incapables de promouvoir la réplication du virus sans qu'on ajoute une enzyme exogène. Puis on ajoute un milieu de culture qui contient de la vicelle ainsi qu'une enzyme, ou pas d'enzyme si on veut contrôle négatif. Ce milieu de culture-là va être semi-fluide, ce qui va limiter le déplacement des virus à travers le puits. Après 48 heures d'infection, on fixe les cellules et on révèle les plages de Leigh. Pour révéler les plages, on colore les cellules avec du cristal violet. Donc, on voit que sans enzyme, le tapis cellulaire est intact, ce qui montre que le virus ne s'est pas répliqué. Si on ajoute la trypsine, qui est l'enzyme standard utilisée dans ce genre d'essai, on voit l'apparition de plages de Leigh. Donc, chaque point blanc est formé initialement par un virus. Puis, dans le fond, c'est un trou qui est un trou dans le tapis cellulaire qui est causé par la lyse des cellules suite à l'infection par le virus. Puis, si on remplace la trypsine par la matriptase, il y a aussi formation de plages de Leigh. Donc, la matriptase permet au virus de se répliquer. Et c'est dose dépendant. Donc, plus on ajoute une grande concentration de matriptase, plus il va y avoir de plages de Leigh qui vont être formées. Cette relation-là est aussi, concorde aussi avec le clivage de l'hémagglutinine. Donc, en faisant le même genre d'essai, sauf qu'on remplace le milieu semi-fluide qui contient de la vicelle par un milieu de culture ordinaire. Puis, on va récolter ce milieu de culture-là 48 heures suite à l'infection pour le mettre sur un gel pour faire un Western blot. Avec toujours notre anticorps anti-hémagglutinine, on observe que plus la concentration de matriptase augmente, plus le clivage de l'hémagglutinine augmente. Ensuite, on a voulu savoir connaître le rôle de cette enzyme-là dans une lignée cellulaire qui est pertinente avec le site d'infection du virus. Donc, on a utilisé la lignée cellulaire de cellules épithéliales branchées CALU3 qui exprime la matriptase ainsi que d'autres TTSP de façon endogène. On a transfecté ces cellules-là avec un ARN d'interférence, un siRNA contre la matriptase. Puis, après 48 heures après la transfection, en fait, on a confirmé la diminution de l'expression de la matriptase par Western blot. Donc, on voit que dans les cellules contrôle, la matriptase était bien présente, puis on a beaucoup moins dans les cellules transfectées avec la siRNA contre la matriptase. Et en parallèle, donc 48 heures après la transfection, dans d'autres puits, si on veut, on a infecté les cellules avec notre virus PR8, puis on a incubé pendant 92 heures. Après 92 heures, on a récolté les milieux de culture pour titrer les virus qui étaient présents dans le milieu.
Ce qu'on observe, c'est une diminution de la réplication virale, une diminution significative, lorsque l'expression de la matrictase est diminuée. Donc, c'est intéressant dans un but thérapeutique. Ça nous montre que la matrictase pourrait être une bonne cible. C'est pourquoi on a développé, en collaboration avec le laboratoire du Dr. Éric Marceau, un inhibiteur sélectif pour la matrictase. C'est un inhibiteur qu'on appelle slow tide binding, donc qui va se lier de façon covalente, mais réversible, avec la sérine site catalytique de l'enzyme. Donc, avec cet inhibiteur-là, on a utilisé les mêmes cellules que dans l'essai précédent, sur les cellules Calu3. On a infecté les cellules avec soit le virus PR8 ou le virus H1N1 pandémique de 2009. Puis, on a ajouté des concentrations croissantes d'inhibiteurs. Et après 48 heures d'infection, on a récolté les minutes cultures pour titrer les virus. On obtient pour les deux virus une courbe dose-réponse de diminution de la réplication virale, plus la concentration d'inhibiteurs qu'on ajoute est grande, plus la réplication du virus est diminuée. Puis donc, ça fonctionne pour les deux virus. Alors, pour conclure, les magglutinines clivent la matrictase clive les magglutinines du virus de l'influenza, puis ça lui permet d'infecter les cellules. Puis, par sa présence dans l'épithélium bronchique, la matrictase pourrait être impliquée dans l'activation du virus de l'influenza chez l'humain. Et on a montré que l'inhibition de la matrictase induit significativement la réplication du virus. Donc, nos résultats montrent que l'inhibition de la matrictase ou d'autres protéases qui peuvent activer les magglutinines, ça représente une stratégie thérapeutique prometteuse. Puis en plus, le fait de cibler la cellule hôte plutôt que le virus directement, ça permettrait de limiter le développement de résistance de la part du virus.